Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est réunis parce que le 2 juin c'est la journée des troubles du comportement alimentaire, une journée qui est là pour sensibiliser sur ces thématiques. Le thème de cette année est Libérons la parole et dans ce cadre nous avons eu l'idée à la Maison des Ados de proposer une discussion avec des patients et des médecins et des soignants autour de ces thématiques des troubles alimentaires. Comment ça va fonctionner? On a réuni quelques croyances, quelques clichés qu'on peut observer sur les troubles alimentaires, parfois sur les troubles alimentaires de manière générale, mais également parfois qui sont ciblés sur certains troubles. Et l'idée, c'est de partir de ces clichés et de ces croyances pour discuter de ces sujets. Et puis forcément avec des ressentis et puis surtout des points de vue qui ne sont pas les mêmes, puisque entre les patients et les médecins, on n'a pas le même rôle à jouer dans cette discussion. Merci déjà à tout le monde d'être là. On a bien sûr anonymisé tous les noms, donc vous allez voir, on a pris des noms de super-héros et de super-héroïnes pour qu'on puisse discuter en toute sympathie et en toute facilité. Est-ce que quelqu'un voudrait commencer par lire une première croyance? On peut faire un petit tour de table, t'es dit, pour que chacun se présente avec Ah, son nom de super-héros et son âge. On peut faire un tour de table, exactement. Ah oui, avec l'âge, c'est très important. Bah du coup, faisons un tour de table. Je me présente, Gamora, j'ai 16 ans. Ouais, on va parler un petit peu. Spider-Man. Quel âge, Spider-Man? C'est anonyme. Ouais. Quel âge tu as, Spider-Man? Non, c'est anonyme. Je dis pas mon âge. Ok, Batwoman, 15 ans. très bien. Alice Ritchie, psychologue. Quel âge Quel âge? Doctor Strange, 14 ans. Wanda Maximoff et 16 ans. Black Panther et 16 ans. Wonder Woman, 16 ans. Catwoman, 16 ans. Et Docteur Blanchet, sans âge. Et Teddy, 34 ans. Et Charlerie, l'un des soignants. Du, Johanna, l'étudiante infirmière, 21 ans. du coup, on va passer à la première croyance, la première idée reçue. Gamora, s'il te plaît. L'anorexie mentale ne touche que les filles. L'anorexie mentale ne touche que les filles. Est-ce que quelqu'un veut commencer là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, c'est faux, ça touche particulièrement les filles, mais c'est pas que les filles. Après, je pense que c'est les filles qui ont plus de pression sur leur corps, du coup, c'est peut-être pour ça que ça touche plus. Et pourquoi les filles ont plus de pression sur leur corps? Bah, c'est un peu la société, genre dans les magazines, tout ça, on va souvent voir des filles minces ou des conseils comment maigrir, et ça va être toujours visé pour un public de femmes et jamais pour un public d'hommes. Ah, tu penses? Tout le monde est d'accord sur ça? En tout cas, c'est plus rare, j'ai l'impression. Que le poids sur le corps soit plus important pour les filles? Tu penses aussi? Qui dit mieux? Même bien avant la télé et tout, dès le 19e siècle ou que ce soit, on mettait toujours une pression sur les filles, sur comment leur corps était. Et plus les années passent, plus l'idéal féminin, entre guillemets, change. Et plus les années passent, plus il y a plus de critères et c'est beaucoup plus dur d'être l'idéal féminin. Alors qu'il n'y a pas d'idéal féminin. Et vous pensez pas que les garçons, aujourd'hui, les hommes subissent aussi cette pression sociale qu'on voit les youtubeurs Thibaut InShape et compagnie qui sont aussi très très investis dans tout ce qui est esthétique, masse musculaire, non? Je trouve que les garçons, en fait, des filles depuis l'histoire, on leur mettait des corsaires, c'était de la torture presque. Les corsets. Les corsets, oui. Et maintenant, c'est vrai que les hommes sont aussi touchés, mais eux, c'est pas trop la maigreur, mais c'est plutôt la musculature. Mais c'est aussi le physique aussi. Spider-Man, tu as un avis sur le sujet?
les garçons aussi, ils sont touchés. Et toi, tu es d'accord quand les autres parlent de la pression sociale et de 1900 et... Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oh, je sais juste au collège, il y a des gens, ça se voit. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Est-ce que vous l'aviez déjà entendu, cette croyance? Est-ce que on vous a déjà, je sais pas, on vous a dit de toute façon l'anorexie c'est un truc de fille? Vous avez déjà entendu ça ou pas? Oui. Et d'où ça vient alors? Pourquoi on croit ça? Parce que c'est plus les filles qui sont touchées. Je sais pas, parce que les filles, elles doivent faire plus attention à leur rapport. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que les filles, elles doivent faire plus attention à leur apparence que les garçons, en fait. Je sais pas trop. Mais ce qui ferait de l'anorexie une problématique sociale et pas intime. Si aussi. Alors, Ça, en fait, ça commence par le social, mais il y a toujours un truc au fond qui le déclenche, en fait. Je sais pas comment expliquer. mais donc ça veut dire que, je sais pas, à l'autre bout du monde, chez les Inuits, ça n'existe pas. Parce que comme ils ne regardent pas les mêmes magazines et ils n'ont pas TikTok, ça n'existe pas. Ou ça serait plus chez les garçons que chez les filles, par exemple. Bah, peut-être, ou peut-être ça peut être d'autres troubles alimentaires. D'accord. Alors peut-être on peut dire que ce que tu dis c'est super intéressant, que effectivement l'anorexie c'est plus un trouble qui touche les filles, mais qu'il y a d'autres troubles alimentaires qui touchent les garçons. Oui, voilà. Et ça on n'y pense pas. Par exemple l'hyperphagie boulimique, vous savez ce que c'est l'hyperphagie boulimique, hein, c'est la boulimie sans conduite compensatoire, sans conduite progressive. L'hyperphagie boulimique c'est un trouble qui concerne beaucoup les hommes et qui est responsable de surpoids ou d'obésité. Donc cela on n'y pense pas. C'est vrai quand on pense tout ce qui est médiatisé, c'est parce que l'anorexie est aussi hyper médiatisée, plus que les autres troubles. Et donc c'est quand on pense trouble alimentaire, on pense anorexie, on pense fille. Mais si on élargit sur le spectre des autres troubles alimentaires, bah, effectivement on se rend compte que c'est quasiment 50-50 sur les garçons et les filles. Ouais, mais Spider-Man disait, en fait, à l'école, on les voit. Il n'y a pas que les filles, mais on le nomme probablement autrement. Et c'est ça, en fait, le poids de la société, c'est que ça modifie aussi notre regard. C'est que sur une fille, on va beaucoup plus allumer la lampe anorexie. Sur un garçon, on va penser à autre chose. Alors, à parité de corps et à parité même d'envahissement d'idées anorexiques. Ouais, mais à l'inverse, quand tu vois tu vois un ado au collège ou au lycée qui est en surpoids ou qui est en situation d'obésité, tu vas pas penser TCA. Tu dis juste, il est gros. Quoi. Alors qu'en réalité, une fois sur trois, il y a un vrai trouble alimentaire sous-jacent. Bien sûr. On n'y pense pas non plus quoi, dans nos représentations. Parce que les TCA sont socialement beaucoup plus associés. C'est là qu'on parle de stéréotypes, hein, et pas de réalité clinique. Ni d'épidémiologie mondiale en vrai. C'est-à-dire que les pensées anorexiques existent depuis tout le temps et partout. Mais en effet, il y a des cultures dans lesquelles le mot anorexie n'existe pas, par exemple. On va le nommer autrement. Exactement comme ici, c'est très très ancré dans la pensée que ça puisse correspondre beaucoup plus aux filles. Est-ce qu'on passe à la prochaine croyance? C'est qui la main innocente qui tient les petits papiers? C'est toi la main innocente? Ah, non, moi je tiens, mais je laisse les autres mains Ah, innocentes je veux bien. tirer les papiers. La main de super-héroïne. L'anorexie mentale, c'est la faute des médias. Ah, voilà. C'est la faute des médias. C'est une bonne suite. Moi, je pense que ça fait un peu partie. Je pense pas que c'est vraiment tout le problème, parce que aussi il y a des problèmes personnels qui jouent là-dessus, mais les médias nous mettent une pression quand même, du corps idéal, que ce soit la publicité, une publicité sur 3, il y a comment mincir ou des trucs du genre, il y a une pression quand même. Qu'est-ce que en pensent les autres? Je pense que ça met de la pression, c'est sûr, parce que surtout quand l'été arrive, il y a de plus en plus ces pubs, en hiver un peu moins, mais on voit bien que dès qu'il y a l'été, il y a des produits, enfin même presque comme des médicaments maintenant qu'on trouve en pharmacie pour mincir, etc. Et c'est sûr que ça impacte les gens, ça leur fait réfléchir sur eux. Et puis même sans parler de publicité, il y a les influenceurs. Enfin, je pense qu'on est quand même nombreux à suivre beaucoup d'influenceurs ou influenceuses et qu'on voit leur vie
style des vidéos qu'est-ce que je mange dans la journée ou leur physique ou quoi que ce soit. On se compare beaucoup et donc du coup on tombe dans tout ce qui est idéal et qu'on veut ressembler à ça et que on fait tout pour entre guillemets ressembler à ça. Donc du coup l'anorexie, en plus des problèmes personnels, l'anorexie mentale commence à venir de tout. Ça donne un idéal, Ouais. t'es en train de dire. Parce que tout le monde a l'impression que leur vie elle est bien. On veut avoir la même vie qu'eux. Du coup on se dit on va reproduire un peu ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui fait alors qu'on est si en chasse d'idéal, ailleurs qu'en soi, ailleurs que chez soi? Comment ça joue alors? Le familial, j'ai envie de dire, et le social. Je pense que le familial il fait que peut-être selon nous, notre vie, on a des problèmes et que notre vie elle n'est pas idéale selon nous. Et du coup on va le chercher autre part cet idéal-là. Donc il y a bien un lien Oui. entre les deux choses. Qu'est-ce que en pensent les autres? Oui, moi aussi, sur les médias, je suivais au tout début de mes TCA une fille qui avait des TCA aussi, et elle montrait ce qu'elle mangeait dans la journée, et elle mangeait vraiment pas beaucoup. Et en fait, vu que moi je voulais être comme elle et perdre du poids, j'ai recopié ce qu'elle mangeait et je mangeais exactement la même chose. Et du coup, ça a marché. Et voilà. Après, je pense pas que ce soit que les médias, parce que des fois il y a des traumas ou des phrases que les gens ont pu dire, et ça joue plus que les médias des fois. Est-ce que ça peut être un facteur déclenchant finalement ce que vous dites? Ouais. C'est pas forcément la cause profonde, mais ça peut être un facteur déclenchant ou aggravant. Est-ce que selon vous, les médias peuvent aussi avoir un rôle positif sur justement les personnes qui ont déjà un trouble alimentaire ou qui pourraient en déclencher? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent avoir un rôle positif? Oui. Non. Parce que s'ils montrent de la nourriture à des gens qui ont marre de manger, ça aide pas. Après, je pense que les médias aussi peuvent. La parole elle se libère de plus en plus et ça peut permettre un peu les médias d'ouvrir le sujet, de lever un peu le tabou qu'il y a dessus. Vas-y, t'es sûr? Ok. Moi, je pense que ça peut pas aider parce que du moment que la personne ne veut pas guérir, c'est pas parce qu'on va lui dire toutes les phrases du monde qu'elle va le faire. Donc en soi, ça aide pas. Enfin, je trouve. Donc ça marche pour faire entrer, mais pas pour faire sortir en fait. C'est drôle quand même. Non, mais si tu veux pas le faire sortir, ça sortira pas. Après, ça peut aussi faire jeu, comme on disait tout à l'heure, de la prévention contre tout ça pour les personnes, pour l'entourage, quoi que ce soit, mais ça va pas spécialement aider les personnes qui ont des TCA, quoi. Ça va juste peut-être les aider à s'identifier entre guillemets un peu plus. Moi aussi j'ai les mêmes symptômes. Moi aussi j'ai fait ça, mais ça va pas l'aider à sortir du cercle vicieux. Et vous pensez pas que s'il y a des patients, des anciens patients qui parlent justement de leur chemin de rétablissement et de ce qu'ils ont trouvé après l'épisode anorexique, vous pensez pas que ça peut être un facteur qui peut favoriser la guérison? Ça peut être encourageant parce qu'on peut se dire cette personne-là elle a réussi, donc moi aussi je peux réussir, quoi. Moi personnellement, moi ça me donne un peu de l'espoir parce que quand je vois sur Instagram, on voit le début de leur maladie, où tu vois qu'ils sont très amaigris et tout ça, et puis à la fin où ils arrivent bien à s'en sortir, on voit vraiment leur progression, ça donne vraiment du courage. Tu te dis ok, je galère, moi c'est compliqué, mais ça existe, il y en a qui arrivent à s'en sortir et ça donne de l'espoir quand on n'en a plus et qu'on pense tout noir, qu'on voit tout noir et pas la fin du tunnel. Du coup, ça peut aider. Et aussi les médias, par exemple sur Instagram, j'étais tombée sur une illustration qui montrait très bien une image d'un iceberg avec en dessous ce qu'on ne voyait pas de la maladie, de l'anorexie, et ce qu'on surgissait, donc la maigreur, la restriction, tout ça, et en dessous, tout ce qu'on voyait pas. Et c'était vraiment super bien fait, et ça peut aider et faire réfléchir. Donc, sans montrer forcément de la nourriture, comme tu le disais, Spider-Man, il y a d'autres moyens de... Les médias ont un rôle quand même à jouer positif, mais d'une certaine manière, quoi. Après, je pense que ça dépend de la personnalité, mais quand on voit des personnes qui s'en sortent et tout, moi en tout cas personnellement, je me dénigre beaucoup, quoi. Je me dis ouais, mais moi je suis pas comme ça,
Moi, j'ai pas réussi à faire ça, donc je suis, excusez-moi du terme, je suis une merde. Donc ça, c'est aussi, c'est une balance, tout est une question de balance. C'est le cas de la dire. Pardon. Non, bah, c'est parfait. Ah, mais la comparaison, elle peut être parfois difficile, ouais. Ok. Et est-ce qu'on peut passer à une croyance différente, ou si quelqu'un a quelque chose d'autre à dire là-dessus? Non, c'est bon. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un veut lire la prochaine croyance? Merci beaucoup. Les anorexiques connaissent tout sur la diététique. Les anorexiques sont des expertes ou des experts en diététique. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est en partie vrai. Parce qu'au début, peut-être pas, au début de la maladie, peut-être pas, mais après on est poussé à chercher des informations et puis pourtant on connaît ce qui est bon pour nous ou pas, mais on n'arrive pas à l'appliquer. Mais ouais, généralement, enfin en tout cas, des gens que je connais, on s'y connaît pas trop mal en tout cas. Après, par contre, on a aussi des idées reçues. Quand même. Bah ouais, c'est marrant parce que je partageais une chambre dans un ancien hôpital et c'était impressionnant parce que ma voisine, elle connaissait les calories de tête de tous les aliments, quoi. Du coup, ça m'avait vraiment marqué. Je me dis, bah, dis donc. Donc, je pense que cette maladie, ouais, quand on est vraiment ancré dedans, ça peut nous amener à s'intéresser beaucoup à ça, voire penser à ça toute la journée. Qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, et avoir que ça qui rumine dans la tête. Et du coup, ça peut aussi faire des recherches sur les aliments. Et donc, oui, on peut vraiment être très informé sur la diététique. T'as parlé de on rumine tout le temps. Comment on fait la limite entre quelque chose qui nous intéresse et peut-être une obsession? Je sais pas si c'est le terme que tu emploierais aussi, mais comment on mettrait cette limite justement? Je pense qu'elle est partagée entre les deux. Bah, du moment où tu penses qu'à ça, c'est une obsession. Ouais, c'est juste se renseigner par curiosité, mais après tu n'y penses plus et que ça impacte pas sur ton comportement, comment tu manges, bah ça va, mais dès que ça t'impacte sur comment tu manges et que ça devient obsessionnel, bah c'est là le clivage. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des fausses croyances? C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois des connaissances identiques et puis en même temps des fausses croyances, c'est-à-dire avoir des idées sur certains aspects de la diététique qui ne sont pas justes. Oui, je pense. Vous avez des exemples de fausses croyances? Bah, par exemple, le beurre c'est pas bon pour la santé, enfin le gras c'est pas bon, ça sert à rien ou des trucs du genre. Les gâteaux, c'est très mauvais, tout ça. Ou les féculents, faut pas manger le soir. Ouais. Les jeûnes intermittents, pas manger le matin. Ouais. D'autres? Les féculents, ça fait grossir. Les féculents, ça fait grossir. Et comment vous avez... vous parlez de fausses croyances comme ça. Alors moi, j'y connais rien. Je sais pas si c'est vrai ou pas ce que vous avez dit, mais du coup, comment vous avez su que c'était des fausses croyances, justement C'est ce qu'on entend un peu à la télé parfois ou sur les réseaux sociaux. De toute façon, il n'y a qu'à voir. Enfin, je veux dire, quand tu as de nutrition, forcément, si tu manges des féculents, tu vas grossir. Mais au bout d'un moment, tu vas plus grossir. Il y a qu'à juste regarder les faits sur la balance, tu prends pas de poids, même si tu manges des féculents ou pas, ou du beurre, ou je sais pas quoi. Mais après, c'est assez compliqué de se raisonner mentalement en se disant ça, j'en ai besoin. Même si tu le sais techniquement que ça fait pas grossir, ou qu'aucun aliment ne fait grossir, à part si tu le manges en surplus, c'est difficile de se raisonner en disant ne t'inquiète pas, ça t'en as besoin. Ton corps en a besoin de tout. Mais en fait, je comprends ce qu'elle dit, mais genre, des fois, parce que moi, je parle personnellement, je connais les calories de tous les aliments par cœur. Et du coup, en fait, même quand tu sais que tu dois le manger, dès que tu manges, tu vois les calories et tu vois pas la nourriture. Du coup, c'est un peu chiant, parce que dans ma tête, je compte mes calories toute la journée, quoi. Donc, c'est un peu chiant. En fait, on voit pas la nourriture comme quelque chose qui nous sert à notre corps, mais on voit la nourriture un peu comme quelque chose qui va nous faire grossir automatiquement. On voit pas est-ce que ça va aider à la construction de nos cellules et tout, et ça va nous apporter l'énergie pour toute la journée. On voit juste ça va nous faire grossir et c'est tout. Très bien dit, oui. C'est quoi la diététique en vrai? Est-ce que c'est les calories? Non. Non. Donc, est-ce que l'anorexie rend expert en diététique?
Non, je pense pas. Non, pas un diététique, non. Ça rend expert à une obsession anorexique, oui. Parce que du coup, la diététique, c'est un tout, c'est ça que vous essayez de dire? C'est pas juste des calories? Ah oui, pas du tout des calories. C'est l'idée de pouvoir nourrir son corps de la manière la plus saine. Ça n'a rien à voir avec cette dichotomie complètement folle et complètement psychotique de grossir-maigrir, qui n'a rien à voir avec la diététique. Et penser les aliments, tu le disais très bien, penser les aliments en termes caloriques, c'est leur donner une place qui n'est pas du tout la leur. Exactement comme penser votre corps en termes d'objets et de poids, c'est lui donner une place qui n'est pas du tout la sienne. C'est pour ça que souvent on vous parle de renutrition plutôt que de vous parler de reprise de poids. Parce que quand on fixe des objectifs, souvent votre obsession, et parfois la nôtre aussi, hein, c'est le poids, combien de kilos, etc. Et ça, c'est vraiment une position dont il faut sortir, avec vraiment l'idée que quand on vous met en place un programme de renutrition, c'est pour vous renutrir. C'est pas pour vous faire grossir. Renutrir, ça veut dire apporter tout ce qu'il faut quantitativement, mais aussi qualitativement, tous les nutriments, les vitamines, etc., pour apporter à vos organes, à votre corps, de quoi refonctionner normalement et plus être en stress. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment le dissocier de la question de la reprise de poids. On peut se renutrir à poids stable, on peut se dénutrir alors qu'on a 20 d'IMC. Si tu pars de 35 d'IMC que tu descends à 25, tu es en surpoids et pourtant tu es massivement dénutri. Donc la question de la dénutrition ou renutrition, il faut vraiment la décorréler, c'est-à-dire la décoller de la question du poids. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on essaie de faire avec vous. Peut-être qu'on ne le fait pas assez d'ailleurs. Après, c'est vachement compliqué toujours de se raisonner et tout, parce qu'on n'a pas de... Je sais, enfin, je rêve un peu, et ça serait trop bien que ça serait comme ça, mais qu'on ait une barre d'énergie, entre guillemets, et qu'à chaque fois qu'on mange, ça se remplit, du coup, et que du coup, quand on arrive à la fin, on sait que c'est la fin, et on ne continue pas à manger. Je sais pas si c'est compréhensible, mais que du coup, à chaque fois qu'on fait une dépense, et cette barre, entre guillemets, comme dans un jeu vidéo avec les vies, elle diminue, et puis à chaque fois qu'on mange, elle augmente. Et donc du coup, on sait que c'est tant d'énergie qu'on a besoin, et on sait que cette énergie, on l'a apportée, et que pas la peine d'en rapporter plus et tout. Après, les personnes normales, tu vois, enfin normales, j'aime pas ce mot, mais les personnes qui n'ont pas de troubles, ils vont pas penser à ça. Enfin, ils mangent, et quand ils ont plus faim, ils arrêtent de manger. Et ça, en fait, c'est un travail, il faut se reconnecter un peu avec son corps et avec sa satiété, et voilà quoi. Mais après, c'est aussi une question de confiance en soi. Ouais, mais en fait, il faut avoir confiance en son corps, il faut se dire que son corps, il veut pas notre mal, il veut juste qu'on vive et qu'on vive quoi. Du coup, il faut, quand j'ai pas faim, je mange pas, et quand j'ai faim, je mange, et même si pour toi ou t'as trop mangé, il faut se dire que c'est ton corps, il en a besoin, et que cette énergie-là, de toutes les manières, va l'utiliser. Mais est-ce que ces signaux-là, justement, ils n'ont pas tendance à disparaître complètement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je les ai complètement perdus, et c'est hyper déroutant, parce que je les ai plus du tout, quoi. Enfin, je sais pas quand j'ai faim, quand j'ai pas faim, quand je suis satiée, j'ai le sang rassasié. C'est après, il faut se faire confiance en soi quand on recommence à avoir ces sensations, se faire confiance en se disant je vais pas tout manger, je vais pas ne pas manger, je vais manger à ma faim, je vais essayer d'écouter mon corps et tout quoi. Son corps et sa tête, hein. Ouais. On va pas la laisser de côté quand même, parce que vous avez bien nommé tout à l'heure les pensées obsessionnelles. C'est que la pensée obsessionnelle vient pour répondre à un besoin. Un besoin qui peut être ancré dans la peur du vide, qui peut être ancré dans je fais confiance à personne, et donc il n'y a que moi qui peux savoir, il n'y a que moi qui peux avoir du contrôle. Et c'est là en fait qu'on se prend aussi. Je pense qu'il dans les TCA, on tombe aussi dans le jeu de se croire experte, puisqu'on en a besoin de se sentir experte en quelque chose, parce que c'est comme ça qu'on pense pouvoir contrôler un peu mieux. Donc la confiance à l'écoute de son corps doit correspondre aussi à la confiance à l'écoute de ses pensées qui n'ont pas besoin d'être maîtrisées. À quoi je pense si je pense plus aux calories? À être heureux. Ah, ça serait pas mal, ouais.
Aussi, après, il y a un autre problème quand tu es renutri et que tu n'aimes toujours pas manger, bah, tu dois quand même suivre les diététiciens alors que tu n'en as pas envie. Il y a des fois où tu ne prendrais pas de goûter, et d'autres fois où tu mangerais 2 assiettes de pâtes. Donc franchement, des fois c'est chiant de suivre les diététiciens aussi. Hein. Tu dis quelque chose de très juste. De la différence entre quelque chose qui est là depuis très longtemps et qui s'installe sur un dégoût de manger. Ce n'est même pas un dégoût de la nourriture, hein, c'est vraiment le dégoût de l'idée de pouvoir s'autoriser à avoir envie de manger. Ou quelque chose qui vient avec un avant de je savais très bien quand est-ce que j'avais faim, je me faisais plaisir, il n'y avait pas de soucis, et il y a plein d'aliments que j'aime. Et après un moment, je me l'interdis. C'est pas du tout pareil, ce deux cours. Ouais. Mais être suivi par un diététicien, comme tu dis, c'est pas un obstacle à accueillir ces nouvelles sensations de je retrouve la faim, je retrouve les envies, et donc je retrouve une forme de spontanéité finalement. Je pense pas que lors d'une prise en charge diététique, on mette un cadre tellement rigide que ça fasse obstacle justement à retrouver, à accueillir ces nouvelles sensations, tu vois. Oui, mais quand t'as plus besoin de prendre de poids et que t'as envie des fois de louper un repas ou je sais pas quoi, franchement c'est pas ça qui va te tuer. Et c'est chiant de devoir continuer à manger tout ça. Oui, mais après, quand tu commences à pas manger, après c'est le cercle vicieux qui recommence. Hein. Une fois et après ça peut repartir du coup. Peut-être pour ça. Je suis d'accord que nous, enfin même quand on n'a pas à reprendre de poids, on est obligé de suivre un plan diététique. Il doit y avoir des féculents, des protéines, des légumes à chaque repas. Alors qu'une personne qui n'a pas de trouble va pas forcément manger de féculents ou de protéines et ça va pas lui poser de problème. Oui, mais généralement, nous, on a des carences, il faut enlever ces carences-là. Du coup, on a peut-être besoin de plus de nutriments et que ce soit un peu plus carré. Mais si après... si un repas tu loupes des légumes, tu vas pas mourir. Oui, voilà, mais après ça... Mais ça, je pense qu'on est tous d'accord, hein. C'est pas normal. Il n'y a pas que la limite entre vie et mort, il y a aussi tout un... Mais on revient aux dichotomies, ouais. Je veux dire, si un jour, tu manges pas les concombres, c'est pas grave. C'est super riche hein, comme discussion, je trouve. Je dis juste, j'ai eu une idée en fait, quand vous avez parlé de voir les calories, moi je l'avais pas vu comme ça, je n'avais pas remarqué ça. Et en fait, j'imagine, je sais pas si vous avez vu ce film Matrix, où en fait, à un moment, le personnage principal, il voit il voit le monde en chiffres, comme si c'était un programme. D'ailleurs, dans le film, c'est un programme, le monde. Et en fait, du coup, je vois un peu la chose, c'est-à-dire qu'au lieu de voir un tas de pâtes, j'ai l'impression que parfois, quand on souffre de ces troubles-là, on voit comme des chiffres, quoi. Et forcément, ça donne pas, j'imagine, faim de voir des 4, des 8 et des 0, quoi. En fait, on voit un peu tout comme des chiffres. Que ce soit en fait, nous, on se voit comme un chiffre, un poids, et la nourriture, on le voit comme des chiffres, en fait. C'est ça. Est-ce que j'allais proposer, est-ce qu'on passe à la prochaine croyance ? Est-ce que quelqu'un veut lire la prochaine croyance ? Merci beaucoup. Guérir d'un TCA, c'est une question de volonté, il suffit de manger. Spider-Man, ça le fait réagir. La réaction directe. Il suffit de manger pour guérir d'un TCA. C'est vrai, non ? C'est une question de volonté. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça vienne de nous, il faut qu'on se force un tout petit peu. Mais c'est pas une question de volonté. Parfois, c'est tellement compliqué que pour nous, c'est une montagne à grimper, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas faire tout seul et qu'on doit faire accompagner. Accompagné par qui ? Par des soignants, par des diètes, par des médecins, tout ça. Et puis, je pense que comment expliquer ça ? Le fait de guérir, je pense que ça peut paraître insurmontable, mais à la fin, on se dira on a vraiment franchi cet obstacle-là. Mais je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut un tout petit peu se forcer, mais après, ça viendra, en tout cas, je parle pour moi, ça viendra un peu tout seul.
Il faut bien dissocier le fait d'être renutri et d'être guéri, parce que beaucoup de gens, quand ils voient quelqu'un qui est renutri, ils disent « Ah là là, mais elle a l'air super bien, tout ça ». Alors qu'au fond, la personne, elle est encore beaucoup en souffrance et elle a du mal à accepter cette renutrition, ou voire elle n'a pas avancé beaucoup dans sa guérison psychologiquement. Et du coup, mais l'entourage, c'est sûr, ça va la rassurer, parce que le côté somatique sera plus important que le côté psychologique qui est tout autant important. Et c'est quoi la guérison du coup si c'est pas être renutri et avoir repris un poids? Ça fait partie de la renutrition. On ne peut pas être guéri si on n'est toujours pas renutri. Mais c'est quelque chose qui se fait en 2 temps. Et être guéri, c'est vraiment quand on mange, il n'y aura plus de culpabilité, ou quand ça deviendra naturel et qu'on retrouvera la satiété, que psychologiquement on s'acceptera. Enfin, c'est beaucoup de petits trucs. Après, généralement, le poids, il va plus vite que notre morale à nous, en fait. Le poids, il augmente et tout, notre santé, elle s'améliore, mais le moral, il va un peu plus lentement, en fait. Du coup, c'est compliqué. Genre, parfois, notre entourage, il va voir, on a pris du poids, ils nous mettent dans la tête qu'on a guéri. Et puis après, quand ils nous voient rechuter, ils comprennent pas, ils se disent, mais t'avais pris du poids, enfin, on comprend pas, on pensait que t'étais guéri, mais en fait, pas du tout. Enfin, pas complètement, en tout cas. Est-ce que vous pensez que l'inverse est vrai aussi? C'est-à-dire C'est-à-dire que parfois le moral s'améliore et le poids n'est pas forcément tout de suite au rendez-vous. Ouais. Et vous avez l'impression de vous sentir mieux et en même temps on vous ramène toujours à cette question du poids. Moi je suis d'accord. Dans ma première, au tout début de mes TCA, j'ai remonté la pente entre guillemets avec plus mon moral que sur le plan physique. J'ai d'abord soigné le moral, j'allais de mieux en mieux moralement, même si le poids il descendait, j'allais de mieux en mieux. Et puis au final ça s'est stoppé et le poids il a recommencé à grimper quoi. Et donc du coup moralement j'allais bien, physiquement ça allait de mieux en mieux et tout. Je trouve que... Désolée, je te laisse parler après. Mais je trouve que personnellement, le moral, c'est le plus important, entre guillemets, que le physique. Parce que le moral va avec le physique. Enfin, si tu vas bien mentalement, après là, je vais te dire, tu mangeras. Mais oui, tu mangeras. Et donc du coup, le poids augmentera. Donc tu sortiras de la zone critique et tout. Alors que si tu manges, tu sors de la zone critique, mais ton moral ça va pas, t'as envie de je sais pas, de mourir ou je ne sais quoi, c'est pas logique. Enfin, donc pour moi le mental en premier, puis après le somatique. C'était une question, c'était est-ce que justement le moral il va mieux parce que justement on perd du poids? Je pense que quand on perd du poids, ça nous rassure, on a l'impression d'être tout puissant, tout ça, mais en fait on va pas bien. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est que plus on est dénutri, moins on va bien en fait. Du coup, je pense que ça joue aussi. Ouais, mais quand tout le monde te force à manger et que tu manges, et ton poids il tombe, franchement ça sert à rien. Ça sert à rien de manger quoi. Si tu manges pas, ça s'empire encore. C'est déjà un point où tu tombes. Si je reviens au stéréotype, ça parle de volonté. Qu'est-ce que c'est la volonté selon vous? C'est de vouloir guérir, vouloir s'en sortir quoi. Se mobiliser. Se mobiliser. Vouloir. Malgré les difficultés, dire ok, là je suis en difficulté, mais de passer ce cap et d'agir, d'être en action. De prendre une place active en fait. C'est ça. Et je pense que je vais jouer ma psy quand même, c'est quand même mon rôle, mais je pense qu'il y a une énorme différence, mais tu le disais bien, Spider-Man, c'est une énorme différence entre se forcer et avoir une place active pour se rénourrir, au sens du corps, et se forcer au sens d'une élaboration psychique. C'est pas du tout pareil. On n'a pas une sonde naso-cervellaire.
On n'a pas une Cérébral, sonde qui cérébral, vous... les psychos, hein. C'est pas cérébral, c'est cérébraire au sens que ça va dans le cerveau. Et que... la cervelle, quoi. Cérébral. Au sens que... on ne peut pas forcer quelque chose qui est de l'ordre de l'élaboration de la pensée. On peut le favoriser, le faciliter. Ah ben, on vient Par vous les chercher, oui, médiations, alors là, par- on vient vous chercher. Et je pense que les lieux, comme ici, qui vous donnent plusieurs lieux d'élaboration possibles, qui passent par la parole, mais pas que, ce groupe le montre bien, on n'a pas tous la même facilité à prendre la parole, à s'exprimer, et pourtant, je vous connais tous, et je sais bien à quel point vous pensez tous très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de ces pensées, où est-ce qu'on les met? Alors, on revient à cette idée de est-ce que c'est une question de volonté? Et tous ces stéréotypes, quelque part, vous disent des choses un peu vraies, mais qu'il faut aller retravailler un peu. Non? La volonté C'est pas juste une psychique. question de volonté. Parce Ah, que c'est pas juste. si tu as la volonté et que le corps ne suit pas, ça sert à rien. Et si la tête ne suit pas? Si l'élaboration ne suit pas? Tu disais tout à l'heure, je suis déjà passée par une hospice où mon corps ne suivait pas, mais ma tête, oui. Pourtant, oui, mais pourtant, tu vois, ça n'a pas amené à la totalité de toi qui pouvait suivre. Parce que ça clivait encore beaucoup. Et très souvent, j'entends des discours, on entend des discours à la fois de vous, mais à la fois aussi des parents, qui essayent de faire la différence entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans la tête. Après, je pense que c'est. Enfin, si le. Comment dire? Si on mange et que nous, on prend pas du poids, par exemple, ça rassure un peu dans la maladie, je pense. Et je pense que c'est pas complètement s'en sortir, quoi. On se conforte un peu dans la maladie. On se dit, c'est bien, bah, je grossis pas. Et on se conforte encore. Bien sûr. Et en vrai, vous êtes une seule entité, comme chacun. Et donc, quelque part, parfois, je fais aussi inconsciemment, la métaphore de l'iceberg est très bonne, je fais aussi inconsciemment obstruction au fait de pouvoir élaborer, parce que quelque part, vous êtes tous très intelligents et vous savez très bien qu'en vrai, plus j'élabore là, plus mon corps va suivre, parce qu'ils ne sont pas si clivés. Et que donc, quelque part, si je résiste un peu à l'élaboration psy, en moi, à mettre des vrais mots, à comprendre vraiment d'où ça vient, comment je peux le comprendre, comment je peux me protéger mieux que par l'anorexie, par exemple, quelque part, le corps va suivre. Donc, je pense qu'on y résiste aussi beaucoup. Exactement comme vous résistez par vos écarts sur le plateau, du point de vue de la nourriture et du corps, vous résistez aussi du point de vue de l'élaboration psychique. Et que les choses vont ensemble, on le sait. On va passer à la prochaine croyance. Est-ce que quelqu'un veut bien en lire une? Moi, je veux bien. Tu en as déjà lu? Oui. Est-ce que quelqu'un veut en lire une qui ne l'a pas fait? Dis-moi. Ouais. Mais après, tu pourras le refaire. Merci. Les TCA passent tout seuls, pas besoin de voir de médecin. Les TCA passent tout seuls, pas besoin de voir de médecin. Vous en pensez quoi? Bah, je pense que c'est faux. Ça nous semble tellement insurmontable tout seul que je pense pas qu'on peut s'en sortir seul. Après, parfois, je trouve que sur les réseaux sociaux, on nous vend du rêve. Il y a des gens qui disent je m'en suis sortie seule, tout ça. Du coup, ça nous vend du rêve. On se dit en fait, on a besoin de personne, on peut s'en sortir seul, sauf que non, en fait. En fait, on est tellement habitué avec le TCA de gérer tout seul et de tout contrôler tout seul qu'on a du mal à laisser les gens un peu. Pas contrôler notre vie, mais un peu la gérer en fait. Et je pense que en fait, il faut avec les personnes, ça nous libère un peu du contrôle constant. C'est quoi le rôle de... Alors, il y a marqué les médecins, mais on parle d'une équipe médicale au sens large, hein, bien sûr. C'est quoi le rôle d'une équipe médicale, justement, pour aider les patients qui souffrent de TCA, selon vous? Les accompagner au mieux. Mais malheureusement, en général, on n'est pas assez accompagné. On est bien accompagné sur le plan de la renutrition. Et sur le plan de l'acceptation du corps, tout ça, c'est toujours plus compliqué d'accompagner, alors que c'est ce qui est plus compliqué lors d'une renutrition.
J'ai vu Spider-Man grimacer. Hein Je t'ai vu grimacer, Spider-Man. Non? Pour ma première hospice, je suis venue. Batwoman, tu veux dire? Pardon, désolée. Ok, Batwoman avait raison parce que quand j'ai été à ma première hospice, j'avais été vraiment parce que j'étais hyper bas et ils m'ont juste fait reprendre du poids. J'ai vu aucun psy, rien. Je suis rentrée chez moi, ils m'ont dit bon, tu prends tes 2 compléments alimentaires par jour et puis tu guériras. Et voilà. Puis finalement, j'ai rechuté après. Ça n'a pas marché. Je suis d'accord que la plupart des hôpitaux, ils sont spécialisés dans la renutrition. Et pour eux, après, une fois que tu as atteint un poids qui est suffisant, ils te laissent partir en pensant que tu iras mieux. Et pour toi, il te manque de l'accompagnement dans ce cas-là? C'est ce qui t'est arrivé. Oui. Il faut aussi comprendre qu'il y a des phases de la maladie tellement critiques où le pronostic vital est engagé, où il y a besoin effectivement d'équipes qui s'occupent de la renutrition, et c'est juste une petite étape dans les soins. Et que ça ne vise pas forcément un accompagnement global, même si dans l'idéal, on imagine que même dans ces phases-là, il y aurait besoin d'un accompagnement plus large. C'est ce qu'on appelle du sauvetage nutritionnel, et si demain tu fais un malaise, que tu arrives en réa, tu vas pas avoir de psy, quoi. On va juste sauver ton corps d'une mort certaine. Donc c'est parfois ce qui se passe. Après, on est d'accord qu'un accompagnement, vu la difficulté de la renutrition, un accompagnement plus global est nécessaire. Moi, dans ce stéréotype, j'y vois aussi l'enjeu du moment où on se dit, en fait, j'ai un problème. C'est-à-dire de la longue phase de déni, à la fois personnelle et à la fois familiale, à la fois de l'entourage. Alors, s'en sortir tout seul, je pense que ça vient aussi répondre au stéréotype de, en fait, j'ai rien, je veux juste maigrir un peu, je veux juste me sentir mieux dans mon corps, en fait, j'ai juste pas envie de manger, chacun de vous, hein. On vous a vu aussi être dans cette phase de, mais en fait, j'ai rien, et donc je peux m'en sortir tout seul. Est-ce que, moi j'ai une question pour les médecins. Est-ce que, là on a un peu... Il n'y a que toi comme médecin. Pardon. Pour l'équipe. Pour l'équipe, oui. On a un peu cassé ce stéréotype. Est-ce qu'il est possible de s'en sortir? Est-ce qu'il y a des exemples de gens qui s'en sortent quand même sans voir beaucoup d'équipes médicales, ou c'est toujours médicalisé? Comment ça fonctionne? On considère qu'il y a la moitié des personnes qui souffrent de troubles alimentaires qui ne verront jamais un professionnel, on va dire, au sens large. Est-ce que sur cette moitié qui souffre de TCA, il y aura 0% de guérison? C'est sûr que non. Bien sûr qu'il y a des guérisons spontanées, et c'est sur des épisodes très brefs qui durent quelques semaines, quelques mois, parfois souvent qui sont réactionnels à un traumatisme, un événement de vie, et puis qui guérissent, hein, qui disparaissent, qui régressent tout seuls. Après, je pense qu'à partir du moment où on a accès aux soins, c'est qu'on a une forme qui est quand même plus sévère, et que du coup ça va prendre plus de temps, et que c'est là où les professionnels doivent intervenir. Mais évidemment qu'il y a des épisodes, comme dans tous les troubles et toutes les maladies. Si demain tu te fais une entorse de cheville, il y a des entorses de cheville qui vont régresser, tu te mets de la glace sur le pied, et puis 24 heures après tu reprends le foot, et tu as des entorses de cheville qui se terminent au bloc opératoire. C'est un peu pareil, dans tous les troubles et toutes les maladies, il y a des gradations et des niveaux de sévérité variables. Donc oui, on peut avoir un épisode transitoire, un trouble alimentaire transitoire, qui ne nécessitera pas forcément de soins pour guérir du symptôme. Après, est-ce qu'on peut se dire qu'à partir du moment où il y a eu un symptôme TCA, est-ce que quand même si on sort du symptôme, qu'on reprend du poids, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de voir un psy, quelqu'un pour en parler, essayer de comprendre pourquoi ce symptôme est survenu? Enfin voilà, ça, on peut aller plus loin, hein. Mais après, sur la guérison du symptôme, oui, bien sûr qu'il y a des guérisons spontanées. On considère que les chiffres, c'est à peu près un tiers des formes non sévères. Il y a aussi quelque chose, ce que Dr Blanchet dit, je pense que ça fait appel aussi à l'enjeu de la transmission. Et en tant que psy, c'est quelque chose qu'on sait être très très fort, très violent même. Ce qu'on transmet dans nos modalités de défense pas résolues,
nos enjeux, de nos chevilles qui ont eu mal et qu'on n'a pas du tout pensé à les faire soigner parce que nous, on y vit bien avec. Et ben après, nous, on se met un couple, hein. Nous, on fait des enfants. Et nous, on transmet tout ça à nos enfants. Donc je pense qu'il y a aussi un enjeu vraiment transgénérationnel. Spider-Man fronce les sourcils. Quel rapport? Ben, le rapport, c'est que moi, je soigne ce qui m'appartient en me prenant, tu parlais de toute puissance, en me prenant un peu au jeu d'une partie de toute puissance. Et ben, j'ai plus de risques de le transmettre à mes enfants, à mes descendants. C'est-à-dire que quelque chose de non résolu, tu vas le transmettre sur un mode différent, mais tu peux le transmettre pas qu'à ta descendance d'ailleurs, hein. Tu peux le transmettre d'une manière ou d'une autre. On va passer à la croyance suivante. Est-ce que déjà quelqu'un qui n'a pas encore lu veut en lire une? Non. Est-ce que quelqu'un qui a déjà lu veut en lire une? Merci beaucoup. Alors, les anorexiques sont manipulateurs, manipulatrices. Est-ce que vous l'avez déjà entendu ce cliché? Les anorexiques sont manipulateurs ou manipulatrices? Non. Non. Ah, moi aussi. Tu as déjà entendu ça? Ah ouais, que ça. Et on a l'impression du coup on est un peu les méchants, entre guillemets. On est un peu les méchants. T'as manipulé les médecins, t'as manipulé tes parents, t'as manipulé tes frères et sœurs. Et du coup, toi, tu te dénies encore plus et t'as l'impression d'être le méchant dans l'histoire et tu veux plus. Enfin, honnêtement, moi, quand on me dit ça, je suis là, ok, j'ai manipulé, je suis méchante, laissez-moi mourir en paix, quoi. Enfin, mais je l'ai entendu des milliers et des milliers de fois. Mais moi, je ne comprends pas dans quel sens, genre, manipuler, en fait. T'as dit au médecin que t'allais bien, alors que en fait c'est faux. T'as dit que tu mangeais ça, alors qu'en fait c'est faux. T'as dit plein de trucs, quoi. Et dans manipuler, ça sous-entend que tu sais que c'est faux et que volontairement, t'aurais manigancé quelque chose, quoi, en gros. Non, pas spécialement. Enfin, par exemple, je vais prendre un exemple. Ne jugez pas, hein, je sais pas quoi. Mais c'était les fêtes de fin d'année. J'avais normalement un rendez-vous de réadmission ici. J'ai demandé à ma psychiatre qui me suivait en déambulatoire si on pouvait le reporter parce que c'était les fêtes de fin d'année et parce que j'avais envie de profiter des fêtes de fin d'année tout. Et elle m'a dit oui. Et quand ça a chuté du coup vers les fêtes de fin d'année, mes parents m'ont fait tu nous as manipulé, t'as manipulé aussi ta psychiatre. Non, enfin, c'était pas mon but premier de vouloir perdre du poids et tout, c'était plus mon but, c'était juste de profiter, quoi. Et donc, du coup, on m'a dit que j'avais manipulé. De toute façon, à partir du moment où tu prends du poids, ou tu perds du poids, tout le monde te dit que tu les as manipulés. Ouais, de fou. C'est vrai? Pourquoi? Explique-nous. Je ne veux pas parler. Hein? Je ne veux pas parler. Tu veux pas en parler? Mais c'est fort parce que dans manipuler, il y a quand même le... Ça veut dire que vous êtes... comment dire... Enfin, je parle des gens qui peuvent dire que les anorexiques sont manipulateurs ou manipulatrices. Ça veut dire que vous avez la volonté de créer comme un complot, quoi. Enfin, volontairement, je vais leur dire ça alors que je pense ça, etc. Je pense que ça peut C'est être violent, un peu. inconscient. Je pense que ça peut être inconscient. Et par exemple, si on nous demande est-ce que tu as mangé, et toi on va dire oui alors que pas du tout, et on va essayer de les rassurer au max alors que ça va pas du tout. Et parfois ça peut être inconscient parce qu'on veut juste rassurer nos proches et on veut juste faire nos trucs tout seul et pas embêter nos proches en fait. En fait, la maladie nous fait faire des choses qu'on n'aurait pas envie de faire et on n'a plus la maîtrise parce que par exemple, quand on a l'interdiction de faire du sport, et ben on va le faire en cachette et on va pas faire peur à notre entourage, on sait qu'on n'a pas le droit
mais on va le faire, et quand on va le faire, on va dire, ah bah, est-ce que t'allais faire du sport? Bah, tu vas dire non, tu vas mentir. Mais au fond de toi, t'as pas envie d'être un mentor, t'as pas envie, tu sais que t'as pas envie de ça. Mais c'est la seule, unique façon de ne pas passer par, de se faire prendre ou d'inquiéter son entourage, quoi. Parce qu'au fond, est-ce que c'est le patient qui manipule ou est-ce que c'est la logique anorexique et la contrainte anorexique qui manipule? En fait, à ce moment-là, on n'est plus maître de nous-mêmes, c'est vraiment la maladie qui nous maîtrise. Je trouve que c'est vrai parce que avant de venir ici, j'avais manipulé un peu tout le monde avec certains médicaments sympas. Et même pour les repas et tout, je disais à mes parents, je vais voir des amis. En fait, j'allais à la pharmacie. Un jour, je suis allée boire un café avec une amie. Je disais, attends, je me prends des Doliprane. J'ai sorti mes plaquettes. Elle me fait, mais c'est des Doliprane, ça? Je dis, oui, oui, t'inquiète. Donc, c'était un peu. Mais là, je pense que c'était plus la maladie parce qu'en soi, moi, j'aurais jamais fait ça toute seule sans y penser pour perdre du poids. Vous savez que l'anorexie est souvent appelée un psy, de la psychose blanche. Parce que la psychose blanche, ça veut dire que on fonctionne complètement dans une autre réalité, dans une réalité qui n'est plus réelle. Et je pense que c'est là un choc de quelqu'un qui fonctionne plus ou moins dans une réalité banale et quelqu'un qui fonctionne dans une réalité anorexique. D'où le mot manipulation, qui a l'idée d'y mettre une volonté dans la réalité banale, sans tout à fait prendre en compte que c'est une autre réalité qui habite par le symptôme anorexique la personne. Et que du coup, les plaquettes, ça devient complètement autre chose, l'hyperactivité, ça devient complètement autre chose. Moi, je pense que les soignants sont bien placés pour le savoir. Quand regarde, est-ce que tu as bien terminé ton plateau? Et la réponse est oui. C'est une réalité, la réponse oui. Elle est réelle, ailleurs, complètement ailleurs. Et le soignant peut tout à fait ressentir, d'où l'importance de continuer à s'analyser en équipe, peut tout à fait ressentir en fait, elle me ment. Parce que c'est devant elle qu'il y a encore tous les bords du yaourt, où il y a encore des choses, alors que pour la patiente, ça a été déjà un tel effort d'aborder ce yaourt que pour elle, c'est vraiment fini. Et tout l'enjeu est de ramener petit à petit à pouvoir prendre conscience que c'est une réalité autre, psychotique en effet, dans laquelle on agit par la pensée anorexique, qui n'est plus du tout ici. Est-ce que tu as fait du sport? La réponse est non, puisque 250 pompes, c'est pas du sport, c'est juste mon besoin quotidien, quoi. Comme toi, tu te lèves du lit. Si tu te lèves du lit, on va pas te dire que tu as fait du sport. Pourtant, tu as consommé de l'énergie dans ton corps. Donc, ouais, c'est puissant, et c'est ce que tu disais, Gamora, tu disais on passe parfois pour les méchants. Donc en fait, de ce qui est dit, ça veut dire qu'on a l'impression de faire un truc qui est vrai ou qui est bon, ou je sais pas, et on nous renvoie quelque chose d'hyper négatif, enfin plus que négatif, parce que personne d'être les méchants, personne n'a envie d'être le méchant de l'histoire, quoi. Mais en fait, on a l'impression que, quand on est dans la maladie, on a l'impression que tout le monde est contre nous. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu parano, ouais. Oui, on est un peu parano, on se dit ils veulent qu'on prenne du poids, ils veulent nous engraisser, et on se met des idées dans notre tête. Alors qu'ils veulent juste notre bien, mais nous on est tellement butés sur notre objectif que on a l'impression qu'ils sont juste contre nous et qu'ils veulent pas ils veulent pas nous laisser faire les choses et qu'ils ne nous font pas confiance. En fait, tu renverses un peu le truc, c'est-à-dire que tu dis en gros pour les anorexiques, c'est les autres qui vous manipulent. Oui, c'est ça. Non, ce sont où les autres ne comprennent pas, justement. C'est vrai que nous, on est dans une position, nous soignants, on est dans une position d'obligation de résultat. C'est ce qu'on nous apprend pendant 3 ans d'études. Voilà, c'est autre chose. Et donc, c'est vrai que le terme de manipulation, moi aussi, je l'ai utilisé plusieurs fois, mais, parce qu'on va pas au-delà, en fait. On ne comprend pas qu'il y a une pathologie vraie, il y a une souffrance. Et, voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Donc à chaque fois, comme ça, on est frontal et ça peut être délétère. Je passe souvent par des métaphores de langue, de pays, de voyage. C'est vraiment l'idée de... Je
je sais pas moi, de me retrouver catapultée dans un monde où tout le monde vit nu, où les vêtements n'existent pas, par exemple. Et d'avoir ce moment où, un peu parano, de me dire, mais en fait, c'est tous des pervers, par exemple, ou qui mangent des choses absurdes pour ma culture. Et en fait, c'est ça le choc, et c'est là qu'on parle de psychose blanche. On parle pas de psychose en termes psychiatriques, on en parle en termes de réalité interne. À quelle réalité le symptôme nous demande de faire face et de nous créer, en fait, vraiment tout un monde là-dedans. Et en effet, on devient presque raciste si je suis ma métaphore. C'est que c'est l'autre qui nous vaut du mal, ou l'autre pense que je lui veux du mal et que je lui fais du mal, donc je le manipule quelque part. Parce que le racisme existe aussi à un niveau intime. C'est l'idée que l'altérité, l'autre, le fonctionnement de l'autre, va m'amener du mal profond. Après, moi, je suis d'accord avec les autres ne comprennent pas. Parce que moi, mes amis, je les vois, ils pensent tous que j'ai envie de perdre du poids. Ça leur vient même pas à l'esprit que non, j'ai juste mal au bide, j'arrive pas à manger, quoi. Bien sûr. Du coup, c'est ils me ça. font tout le temps. Mais Paul, tu vas aller manger le tacos. Ah bah non, tu veux pas, machin. Moi, je voudrais bien, mais j'ai mal au bide, quoi. Et il y a une réalité que tu vis qu'eux ne peuvent pas comprendre ou entendre d'une certaine manière. Même si tu leur dis, par exemple, mes parents, je suis pas sûre qu'ils me fassent toujours confiance. Si je leur dis j'ai mal au ventre, des fois, ils me croient pas. Ok. Être cru, je pense que c'est quelque chose de très traumatique, tu vois, qui vous appartient à tous. Ça fait vraiment partie, le plus souvent, des choses que ont laissé une place à tout ça, à ce symptôme-là. Eh bien, je vais me construire ma réalité toute seule, où je me crois toute seule et où je contrôle mes croyances toute seule. C'est très fort parce que avoir le sentiment de ne pas être cru est hyper traumatique. Et c'est un peu ça que nous on voit ici. Et c'est pourquoi nous soignants, toute l'équipe est formée à ça, au fait de pouvoir aller interroger qu'est-ce que ça me fait quand on me dit que je n'ai pas cru, qu'est-ce que ça me fait de ne pas croire, de me confronter à ça. C'est pas évident. Tu le dis très bien, Spider-Man. En parlant de ne pas être cru, on va faire la prochaine croyance. Qui sera peut-être la dernière d'ailleurs. Qui sera la dernière? Ouais. Alors on va dire que c'est la dernière, avec plaisir. Est-ce que quelqu'un veut dire la dernière croyance? Merci beaucoup. Dans la boulimie, on est en surpoids. Je pense pas. Enfin, c'est comme. Enfin, moi je parle pour ce que je connais. Dans la boulimie, il y a aussi le moment compensatoire. Du coup, tout ce qu'on va ingurgiter, on va le compenser par le sport ou autre chose en fait. Du coup, enfin, je sais pas, et parfois ça peut être juste des phases en fait. Du coup, ça va durer peut-être 2 jours et puis après ça va revenir dans un mois. Du coup, bah, ça impacte pas vraiment le poids. La boulimie, ça peut être occasionnel comme en période de stress ou quelque chose comme ça, ou de la restriction, puis d'un coup une compensation, du coup, ou des gens qui vont après faire des conduites de purge, donc non, c'est pas forcément visible la boulimie. Moi, je peux en parler. Avant de venir ici, je faisais ça en fait toute la journée, je me restreignais, du coup le soir, je faisais que manger, quoi. Donc c'était un peu chiant. Mais du coup après, évidemment j'avais des moyens compensatoires, mais je pense pas que j'étais en surpoids, donc ça se voit pas en soi. Enfin, personne pouvait savoir ce que je faisais le soir. Même mes parents ne savaient pas, donc je pense un peu. Voilà. Du coup, la boulimie, c'est presque un trouble invisible par rapport à Oui, la ça l'anorexie. dépend. Je sais que ma meilleure amie aussi fait des crises et franchement, ça se voit pas du tout. Elle est parfaite, genre elle a pas du tout de surpoids et ça se voit pas du tout. Je connais d'autres gens qui en ont fait et franchement, ça peut pas se voir. S'ils te le disent pas, tu peux pas le savoir. D'où ça vient alors ce cliché ou cette croyance? Pourquoi on peut entendre parfois que
Lui ou elle, il peut pas être boulimique parce qu'il est pas en surpoids. Normopondéral. Parce que souvent, dès qu'on pense à boulimie, on pense à tu deviens gros, alors que pas forcément. Ouais, que ce soit l'anorexie ou la boulimie, tant que t'es pas dans une zone critique, on va pas titrer une maladie. Zone critique au niveau du corps, tu veux dire? Il faut que ça soit visible. C'est ça. Alors qu'il y a plein de gens qui ont des TCA, mais c'est pas forcément... C'est pas visible. C'est oui. pas visible. Et vous pensez qu'à l'âge adulte, c'est fréquent d'avoir des TCA qui sont pas visibles, justement? Ah oui. Est-ce que ça touche d'ailleurs plus ou moins les adultes que les ados, ou est-ce qu'il y a... Ou les enfants. Ou les enfants? Oui, c'est vrai, les enfants, c'est vrai, bien sûr. Je sais pas, est-ce qu'il y a une réalité par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des chiffres sur ces maladies? Moi, Qu'est-ce que vous en je pensez? sais pas s'il y a des chiffres ou quoi, mais je sais qu'à l'adolescence, c'est un moment où on est plus mal dans notre corps et que c'est un moment où on a du mal à accepter notre corps parce qu'il change. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on veut un peu le changer, quoi. Après, je pense qu'à l'âge adulte, ça arrive, mais je pense qu'à un moment donné, on arrive à peu près à accepter notre corps. Moi, je pense aussi à l'âge adulte, il y en a pas mal parce qu'un jour, je suis allée à la plage, il y a un petit moment. Et bon, je pense pas que c'était leur nature parce que j'arrivais quand même à voir. C'était 2 mamans avec leurs enfants, elles étaient vraiment. Enfin, elles avaient que la peau sur les os, quoi. Et je pense pas que c'était leur nature. Et genre, ça m'a fait vraiment de la peine parce que je me dis, enfin, avec les enfants, ça doit être hyper compliqué. Quand ils vont grandir, si leurs mamans elles sont toujours comme ça, c'est sûr que c'est difficile. J'ai déjà vu des reportages aussi. Il y a beaucoup d'adultes qui sont touchés. Il y en a même beaucoup qui sont touchés plus par hyperphagie, boulimie et tout. Parce que du coup, ils sont très stressés, etc. Et aussi, le problème, c'est si tu as des parents qui sont anorexiques, par exemple, qui veulent pas du tout que leur enfant grossisse du tout, bah finalement, leur enfant, il va jamais grandir. Ouais. La transmission dont on parlait. Ou à l'inverse, forcer les enfants à manger par peur que l'enfant reproduise ce qu'on a vécu. Et on sait que ça aussi, ça arrive. C'est-à-dire que on sait que les personnes adultes qui ont des troubles alimentaires chroniques, puisque c'est quand même assez fréquent, sur des modes anorexiques, vont avoir tendance à contraindre et à forcer leurs enfants à manger. Ce qui peut au contraire favoriser l'hyperphagie et la boulimie à l'adolescence. Donc c'est vraiment dans tous les sens que ça interfère. Ok. Vous pouvez vous applaudir, je pense que c'était une belle émission. Merci à tout le monde.